Bonjour, ici Maxime Blanchette-Jonca, votre député fédéral. En cette fin d'année, je tiens à vous offrir mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité. Que 2026 soit une année remplie de joie et de succès pour vous, votre famille et vos proches. Je vous souhaite un joyeux Noël et une excellente année 2026. Bonjour, ici Wilson pour la TCBH. Pour plusieurs raisons hors de notre contrôle, hélas, cette semaine, il n'y aura pas les infos TCBH traditionnelles. Nous en sommes sincèrement désolés. Pour combler cette absence, nous diffuserons une entrevue avec le Dr Éric Simard, chercheur et leader dans le domaine de la santé, plus précisément dans le domaine de la longévité. J'ai eu la chance de lire son tout dernier livre, Mon protocole longévité, ce que dit la science pour vivre jeune longtemps, et d'en discuter en long et en large avec lui. Nous vous remercions pour votre compréhension en espérant que cette discussion animée et joviale sera tout aussi informative et divertissante que notre contenu habituel. Passez de joyeuses fêtes, pleines de santé, d'amour et de prospérité. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonne écoute. Bonjour, ici Wilson sur les ondes de la TCBH. J'ai avec moi aujourd'hui par téléphone Dr Éric Simard, chercheur et docteur en biologie. Il est à l'origine de découvertes importantes réalisées avec l'Université Concordia et un autre centre de recherche québécois pour ralentir le processus du vieillissement. Ces découvertes ont donné lieu à plusieurs brevets. Scientifique de formation, il a toujours été particulièrement intéressé par l'environnement et la santé humaine. Il possède un doctorat en biologie de l'INRS, Institut Armand-Frappier. Il a été président de l'Association pour les ingrédients santé en alimentation, administrateur de la Fondation Initia. Il a été président pendant plus de 10 ans du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Il a été membre de la commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres pendant 7 ans. Il est président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Son CV continue. Et finalement, pour terminer, qu'il est père de 3 enfants et souhaite maintenant communiquer sa passion afin d'aider les gens à bien vieillir, à ajouter de la vie à leurs années. Bonjour, Monsieur Simard, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, bonjour, ça va très bien. Super, fantastique, content de l'entendre. Merci d'être là avec nous. Donc, le 28 octobre 2025, aux éditions Trécarré, votre livre a été publié, dont le titre « Mon protocole longévité, ce que dit la science pour vivre jeune longtemps ». Est-ce que ça vous a pris du temps à écrire ce livre-là? J'imagine que c'est la culmination de plusieurs années de recherche. Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est mon 5e livre. Hein. Dans les 4 premiers, j'ai abordé beaucoup de facettes reliées au vieillissement, à la longévité. Les livres Vivre jeune plus longtemps, là, dont plusieurs best-sellers. En fait, je peux même pas vous dire exactement on est rendu à combien de copies vendues. Mais ce que j'ai fait, en fait, pour le 5e, c'est que je voulais, faire le livre le plus complet qui soit dans le domaine de la longévité, du vieillissement qu'on allait retrouver en tablette. Toujours en expliquant, en fait, les bases biologiques aussi de chacune des facettes et en me rendant jusqu'au fait, en fait, de donner des recommandations très claires sur les habitudes de vie puis comment mettre ça en application. Parce que souvent, des livres d'information, ça va rester de l'information. Il y a beaucoup de gens qui ne sauront pas trop maintenant comment on met ça en application dans la vie de tous les jours. Donc là, ça s'appelle Mon protocole longévité, spécifiquement parce que justement, j'explique qu'est-ce que moi je fais et même qu'est-ce que moi je vais faire au cours des prochaines années où j'en suis rendu aujourd'hui. Et j'invite les gens à faire de même, en fait, avec une liste de recommandations. Donc, c'est un livre comme en 3 sections, si vous voulez. Au début, j'explique qu'est-ce que la science nous offre, en fait, comme approche pour réduire la vitesse de vieillissement puis augmenter nos chances de longévité en santé. Au milieu, je décris comment on est capable de mettre ça en application en décrivant tous les différents outils qui sont à notre portée pour justement aller chercher ces bénéfices-là. Et à la fin, en fait, c'est ce voyage dont vous êtes le héros, en fait, le troisième chapitre, qui a inclus des listes de recommandations qui sont de 2 niveaux et de 3 types différents. Donc, je vais vous expliquer, c'est assez simple. Des recommandations journalières, donc qu'est-ce qu'on peut faire à tous les jours, des recommandations hebdomadaires et des recommandations annuelles, et à 2 niveaux, pour avant tout, en fait, rappeler à tout le monde que
il faut, avant de considérer de penser faire des choses pour la longévité puis optimiser nos habitudes de vie dans un contexte dans un désir de longévité, il faut avant tout s'assurer d'être en santé. Et là, donc, vous avez deux niveaux de recommandations. Le premier niveau devrait, en fait, bien vous orienter sur l'ensemble de toutes les facettes à considérer pour avant tout être en santé. Et par la suite, une fois que vous avez réussi à atteindre, à mettre en application ces éléments-là, si vous voulez aller plus loin et optimiser vos habitudes de vie dans un contexte de longévité, bien là, vous avez une deuxième partie de la liste qui, pour chacune, en fait, des trois sections, là, donc journalière, hebdomadaire et annuelle, qui va vous amener justement à aller encore plus loin. Et là, moi, je vais recommander à tous et chacun de réévaluer les habitudes de vie au moins 4 fois par année, une fois par saison, à partir justement de ces listes-là. Oui, tout à fait. Ben, comme vous le dites, avant d'aller plus loin puis de chercher la longévité maximale, déjà prendre soin de sa santé de base. Comme vous le mentionnez dans votre livre, bon, j'ai pas la statistique devant moi, mais 90-95% de la population nord-américaine a des problèmes quand même soit minimes ou sérieux au niveau du métabolisme. Donc, au niveau de l'alimentation, l'activité physique, tout ça, en Amérique du Nord, ben, c'est triste à dire, mais on fait dur un peu. Donc, effectivement, partir de la base pour ensuite viser la longévité, c'est une bonne façon d'aborder la chose. Ouais. Oui, tout à fait. Ce que vous mentionnez est extrêmement important. Et il faut que et malheureusement, ça va être un peu un choc pour beaucoup de gens. Ouais. C'est que ces deux études d'affilée, en fait, là, c'est pas une statistique que je vous ai sortie de nulle part d'un chapeau. C'est deux études d'affilée qui ont souligné. La première étude soulignant qu'il y avait 87% de la population qui était en mauvaise santé métabolique et la deuxième soulignant qu'il y a 93% de la population qui est soit en mauvaise santé métabolique, soit sur une pente descendante au niveau de leur santé métabolique. C'est hallucinant. Oui. Donc c'est une situation vraiment très préoccupante parce que on ne peut pas bien vieillir avec une mauvaise santé métabolique. Donc, encore là, j'ai fait un effort à l'intérieur du livre aussi de mettre les choses en perspective en permettant aux gens d'établir des priorités et en disant avant tout, donc, de rétablir la santé métabolique, c'est un sine qua non. Ça prend ça absolument. Si vous voulez bien vieillir, ça prend ça. Et en décrivant même aussi certains aspects qui peuvent peut-être même surprendre certaines personnes là, sur où on devrait mettre nos efforts en premier. Vous avez, vous l'avez lu de long en large, comme vous m'avez dit. Donc, vous avez vu que je recommande avant tout aux gens, si vous aviez une chose par quoi vous devriez commencer, je recommande de commencer par la personnalité. Tout à fait. Moi, je voulais terminer l'entrevue avec ça, vu que c'était le plus important, mais on peut y aller directement avec ça. La personnalité, une attitude positive envers la vie et nous-mêmes. Comme vous le mentionnez au début du livre, les habitants d'Okinawa, qui est une région, une petite île au sud du Japon où le pourcentage de centenaires est super élevé. Qu'est-ce qui réunit, qui est en commun avec tous les centenaires de toute la planète? Bon, j'exagère peut-être un peu, mais pas tant que ça. C'est une attitude positive. Donc, si vous pouvez développer là-dessus, ça serait apprécié. Oui, en fait, vous exagérez pas. C'est effectivement exactement ce que vous venez de dire. C'est que tous les centenaires, sans aucune exception, et là, on parle pas juste des Blousons, non, on parle même de ceux-là qu'on retrouve au Canada, ont une personnalité particulière. Et forcément, quand on voit un trait, quand on voit un élément de ce type-là qui perdure, peu importe la culture des gens, c'est forcément parce que ça a un très gros impact. Et c'est quoi au juste la personnalité typique des centenaires? Puis pourquoi c'est si important? Là? C'est que, vous l'avez mentionné, c'est des gens qui sont fondamentalement positifs, qui sont optimistes, mais ça vient avec tout un paquet d'éléments, dont entre autres le fait qu'ils ont une grande capacité à exprimer leurs émotions, que c'est des gens qui sont relativement ricaneurs, qui sont bien sûr donc positifs, fondamentalement positifs, puis ça, on pourra y revenir, vous donner un peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est, là, mais qui ont tendance aussi à faire attention à eux, à porter une grande importance aussi à la qualité des relations, à la vie sociale de qualité. Et la raison pour laquelle ce type de personnalité-là, puis là, c'est des études ont démontré, c'est très clair, là, et si importante dans un contexte de longévité, c'est qu'on se rend compte que les gens qui ont ce type de personnalité-là ont une grande facilité à améliorer tous les aspects de leur vie. C'est un peu comme un package tout inclus. C'est que le jour où tu viens que tu es en mesure de prendre la décision, d'être fondamentalement positif, de faire preuve aussi de bienveillance envers soi-même, l'autocompassion qu'on pourrait dire, ça en fait des gens qui vont être efficaces à améliorer l'ensemble des habitudes de vie
Et c'est là où on va aller chercher le plus gros gain. Donc, ce point-là est important de comprendre aussi, c'est que les centenaires, avant tout, l'élément qu'ils ont en commun, en fait, là, outre le fait d'avoir le même genre de personnalité, c'est des gens qui sont bons sur toutes les facettes des habitudes de vie. Et là, dans le livre, je mentionne aussi que M. Radman, en fait, Vladislav Radman, qui est un généticien français décoré de l'Ordre des sciences, en fait, en France, dit que d'après lui, en fait, là, selon lui, quelqu'un qui manque une des facettes des saines habitudes de vie passe à côté de 80% du bénéfice. Oui, quand j'ai lu cet élément-là, j'ai paniqué un peu parce que je suis bon sur les quatre facteurs, j'en ai 3 de maîtrisés, mais l'activité physique, depuis que j'ai une voiture, je fais plus de vélo. Et donc là, j'ai paniqué, je me dis mon Dieu, je perds 80% de mon efficacité en seulement un seul des facteurs qui fait défaut. Donc ouais, c'est quand même grave. Oui. Puis pour ajouter à l'attitude positive, désolé, je vous ai interrompu, l'expression des émotions, moi, ça m'a touché personnellement parce que je suis musicien et quand je joue pas de musique, je crée pas de chansons, j'arrête d'écrire ma musique, je me sens vieillir, je tombe malade, j'ai des problèmes de gorge parce que je m'exprime plus. Je le sens, là, ça prend quelques semaines puis je vais plus bien. Et aussi, vous avez dit, l'attitude positive permet d'aborder toutes les facettes de la vie, de la longévité et de faire des changements, d'être proactif parce qu'on est optimiste. Et j'irais même, je ferai un parallèle avec ma propre expérience. Il y a quelques années, j'étais en situation de dépendance assez grave et c'est l'optimisme qui m'a permis de me sortir de la dépendance. Donc, même se sortir du trou, on a creusé notre propre tombe. Qu'est-ce qui va nous faire sortir du trou de notre cercueil? L'optimisme, la positivité, je peux m'en sortir, je vaux quelque chose, je mérite mieux, je mérite de prendre soin de moi-même. Et donc, de l'auto-empathie, comme vous l'avez dit, c'est vraiment, moi, ça me rejoint, c'est une clé et c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre société. On est tout le temps dans la négativité. Ouais, voilà. Ouais. Oui, vous avez tout à fait raison, en fait. Puis il faut comprendre que ces gens-là, c'est une force incroyable. Ouais. En fait, pour ces gens-là, parce qu'ils vont, quand je parle de c'est quoi être fondamentalement positif, là, les gens, ils pensent au verre d'eau à moitié plein versus à moitié vide. Ben, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Pour bien percevoir puis bien comprendre, là, il faut considérer des gens qui, pour eux, ils prennent pas la décision. C'est fondamental dans leur tête. C'est comme ça tout le temps. Ils vont toujours être positifs, peu importe à quoi ils font face, en fait. Et ils ne remettent jamais ça en question. Pour eux autres, c'est une certitude. Fait qu'à un point tel que quand on regarde les centenaires, entre autres d'Okinawa, vous avez parlé d'Okinawa tout à l'heure, il y a des études qui ont montré, en fait, là, des articles scientifiques publiés qui font référence à l'auto-évaluation des conditions de santé. Pour démontrer à quel point, en fait, c'est frappant, c'est que ils se sont rendus compte que, puis je me rappelle, en fait, dans l'article scientifique, en fait, le médecin qui a rédigé l'article cite un monsieur de 105 ans, situation que lui a vue à Okinawa, en fait, là, où en lui faisant son bilan de santé, il se disait, mon Dieu, ça se peut pas que ce monsieur-là se sente bien, tu sais. À voir son profil, son bilan, il se dit, tu devrais pas te sentir bien. Et quand il lui demande s'il va bien, le monsieur, oui, je vais très bien, laissez-moi faire, en fait, ça va très bien, ça a toujours bien été, blablabla, tu sais. Fait que c'est juste pour réaliser que même jusqu'au dernier moment, en fait, ces gens-là vont considérer, puis là, c'est pas une question de nier non plus ce qui arrive ou de vivre sur un nuage rose. C'est pas rien que ça. C'est faut comprendre finalement que quand tu es profondément convaincu que ça va toujours bien aller, c'est une force extraordinaire, justement, pour te garder en vie, te garder en santé. On connaît tous des gens qui ont tendance à être négatifs et que malheureusement, ça les rend malades. C'est une réalité aussi, tu sais. Exact. Moi, personnellement, j'ai la chance d'être né sous une bonne étoile et je suis extrêmement optimiste. Et c'est pas optimiste, je dirais, j'ai la foi. La vie va me guider là où elle doit me guider et j'ai une foi absolue. L'anxiété, je connais pas ça, mais ma blonde, elle, l'anxiété, ça la tiraille du matin jusqu'au soir. Et donc, il y a un des facteurs de longévité que vous mentionnez dans votre livre, une saine gestion du stress et de l'anxiété. Vous en parlez pas dans votre livre, mais moi j'ai pensé tout de suite au yoga, le qigong, l'art ancestral chinois. Vous parlez de méditation, bien sûr, de conscience. À quel point c'est important, en plus d'une attitude positive, une bonne gestion du stress et de l'anxiété. Oui, effectivement. Ben, en fait,
on peut peut-être rappeler les quatre grands facteurs, parce que dans mes livres, j'ai décrit les saines habitudes de vie. Je les ai regroupés sous 4 grands facteurs avec un 5e facteur facilitant dont on vient de discuter, qui est la personnalité typique des gens centenaires. Oui. Et les 4 grands facteurs, en fait, en question sont l'alimentation, l'activité physique, on parle beaucoup, là. Donc, l'alimentation en est un. Le deuxième, l'activité physique. Le troisième, c'est justement la saine gestion du stress et de l'anxiété. Et le quatrième est la qualité des relations sociales, donc la vie sociale de qualité. Et dans la saine gestion du stress et de l'anxiété, je voulais pas nécessairement aller trop loin dans ça, en fait, parce que techniquement, il y a beaucoup de gens qui en ont fait brillamment des livres juste sur ce sujet-là. Et ce que je rappelle à tout le monde puis que je décris, c'est que de côté, il y a personne qui en vit pas de stress, hein. Faut pas se leurrer, faut se dire les vraies choses. Là. Tout le monde vit du stress. La raison pour laquelle on voit des gens dans la société qui sont pas stressés, qui n'ont pas de l'air stressés, c'est que ces gens-là sont très résilients. C'est qu'ils ont une belle capacité à gérer leur stress à eux autres et ils ne laissent pas ça, finalement, transparaître. Donc, il peut y avoir des gens qui refoulent, là, ça c'est pas bon non plus. Mais la majorité des gens qu'on sent très peu stressés, c'est des gens qui sont très, très résilients, finalement, qui sont pas très affectés par les éléments qui les stresseraient. Et c'est ça qu'il faut réussir à développer. Donc, d'un côté, c'est soit développer sa résilience, donc ça aide beaucoup, ou de l'autre côté, développer des outils qui nous amènent à mieux gérer notre stress. Puis là, vous avez parlé du yoga, du qigong, etc. Il peut y avoir toutes sortes de choses, hein. La pleine conscience, bien sûr. Moi, ce que j'explique à tout le monde tout le temps, c'est qu'il faut trouver ce qui nous convient et le mettre en application constamment. Donc, une fois que les outils, puis là, on n'est pas obligé d'utiliser tous les outils, c'est pas ça. Puis en fait, c'est exactement pas ça qu'il faut faire. Et puis, je donne souvent mon exemple à moi. En fait, moi, oubliez, moi, dans l'idée de me voir assis à terre en indien, en train de méditer, puis incapable de faire ça. Non, mais c'est vrai, c'est comique, là, mais en fait, quand on lit le livre de Sonia Lupin, en fait, par amour du stress, Sonia Lupin, qui est la directrice du Centre de recherche sur le stress à l'Université de Montréal, elle aussi a dit, moi, méditer assis à terre en indien, oubliez ça, là, ça me stresse. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas de méditation. C'est qu'elle a appris à faire de la pleine conscience. Puis Sonia nous explique aussi, c'est ce que moi je fais, c'est que on devrait viser à toujours faire au moins 1 heure de pleine conscience dans notre journée. Et 6 fois 10 minutes, ça compte. C'est quoi 6 fois 10 minutes? Mais ça peut être 10 minutes passées dans la salle de bain, ça peut être... Des fois, c'est tout simplement de lâcher le téléphone, là, puis prendre le temps de regarder nos pensées, justement, d'être attentif à ce qui circule dans notre tête, puis là, pourquoi. C'est ça, la pleine conscience. C'est d'être vraiment présent, être dans le moment présent, puis d'être dans le moment présent par rapport à ce qu'on ressent, sans jugement, sans obligation. Et ça fait extrêmement bien dans la gestion du stress. Donc, c'est tous des outils. Puis il faut justement trouver des outils qui nous conviennent le mieux, en fait, puis être conscient que c'est important d'avoir une bonne gestion donc du stress et du sommeil. Tout à fait, tout à fait. Des exemples qui me viennent en tête pour appuyer vos propos. Cuisiner. Moi, j'adore cuisiner et j'aime ça le faire seul, en pleine conscience. Je mets pas de musique, je mets pas de radio, je mets rien. Je me concentre sur la cuisine, les aliments, la cuisson, le bruit, les saveurs, les odeurs. Donc, c'est vraiment un instant méditatif. Aussi, un autre exemple qui me vient en tête, un bon bain chaud. Hein, ça peut être aussi simple que ça, une marche dans la forêt. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Ben, je comprends maintenant pourquoi vous n'en parlez pas extensivement dans votre livre. C'est qu'au fond, cet outil-là, c'est à chacun de le découvrir pour soi-même, découvrir ce qui lui convient le mieux et voilà, de vaincre le stress à sa manière. Oui. Oui, tout à fait. Puis sans oublier là-dedans que souvent, une des meilleures façons de vivre moins de stress et d'anxiété, c'est d'améliorer son sommeil. Ah. Ouais. Et là, toute la question des suppléments aussi est toujours à considérer parce que on a des gens que peu importe ce qu'ils vont faire, vont avoir une plus grande propension à faire du stress ou de l'anxiété et eux vont devoir en fait pallier plus souvent et souvent même aller du côté des suppléments pour éviter la médication, en fait, parce qu'autant que possible, les médicaments pour l'anxiété peuvent être nécessaires par période, mais jamais on devrait prendre ça à moyen long terme. Jamais, jamais, jamais. Il y a des gens qui prennent des médicaments pour l'anxiété à moyen long terme. C'est une très, très mauvaise idée. Ça développe de la dépendance, de l'accoutumance, ça augmente de beaucoup les risques, en fait, de dégénérescence nerveuse en vieillissant. C'est une très mauvaise idée. Wow. Et là, il peut y avoir des suppléments de qualité qui peuvent justement
prendre la relève ou beaucoup aider, en fait, chez ces gens-là. Donc, il faut être conscient de ça aussi, en fait. Oui, tout à fait. Parlant, on va faire, avant de parler de l'alimentation et de l'activité physique, l'alimentation qui est de loin le plus gros sujet, je pense. Les suppléments. V'là quelques mois, j'ai fait une amygdalite très sérieuse et là, je suis tombé dans les suppléments, tombé dans les suppléments. Je dis, je vais prendre de la vitamine C et de la vitamine D pour mon système immunitaire. Et là, donc là, je plonge dans le trou. Et là, je réalise à quel point, en tout cas, c'est un monde que j'ai découvert avant même de lire votre livre. Donc, j'ai découvert bien vite que ça me prenait des oméga 3, de la vitamine D, des probiotiques. Ma sœur m'a appris après ça que les vapoteurs qui consomment de la nicotine ont une mauvaise absorption de la vitamine C. Donc là, j'ai réalisé, moi, je prends un peu de nicotine tous les jours, donc j'ai rajouté à ça la vitamine C. Et là, dans votre livre, vous parlez, oui, les suppléments, mais c'est important des suppléments de qualité. Et ça m'a beaucoup touché parce que je prenais mes oméga 3 au Costco, voyez-vous, et ça me faisait des petites douleurs au ventre, mais je me disais, bah, c'est normal. Ma vitamine D, même chose, vitamine D du Costco, probiotiques du Costco. Et donc là, vous parlez dans votre livre de la qualité. D'ailleurs, je tiens à mentionner aux téléspectateurs, téléspectatrices que M. Simard est président de Eden Technologies, je pense. Donc, la Oui, gamme oui, c'est Vitoli ça. et base. Oui, J'ai tout à fait. En fait, j'ai été acheter oui, mes oméga 3 chez vous. J'ai été sur le site de Vitoli. J'ai acheté le Bien Vieillir avec le resveratrol et voyons, j'ai l'autre qui me vient pas en tête là. c'est Euh, pas les solides. exact, c'est ça. L'oméga Complexe 3, vitamine polyphénol. D. Donc, vous avez. Parlez-moi un peu de l'importance prendre des suppléments, mais de la qualité aussi. Oui, ben écoutez, moi j'étais de ceux une dizaine d'années qui disaient que les suppléments, ça servait presque à rien. Entre autres parce que ce qu'on retrouve dans le marché, il n'y a pas de suffisamment bonne qualité. C'est que souvent la qualité des ingrédients n'est pas là ou le dosage, la quantité de chacun des ingrédients n'est pas suffisante par rapport aux démonstrations cliniques qui ont eu lieu pour démontrer les bénéfices. Fait que les gens ils prennent ça pour rien. Ouais. Fait que, suite à des découvertes qu'on a faites avec l'Université Concordia sur justement les processus du vieillissement cellulaire, c'est mon domaine de recherche, hein. On a décidé de lancer justement une gamme de produits qui contient, donc la gamme de produits Vitoli contient des molécules pour ralentir le vieillissement cellulaire qu'on appelle des gérosuppresseurs. Exact. Oui. Et là, il faut comprendre que malgré le fait que la réglementation canadienne ait amélioré des choses lors de sa mise en place en 2004 puis l'entrée en vigueur en 2010, il y a encore des lacunes énormes, en fait, au niveau de la réglementation, où, par exemple, tu sais, je vais vous dire, on a, par exemple, des applications où l'ingrédient, ça a été démontré en études cliniques, le dosage pour respecter l'efficacité devrait être d'un équivalent de 5 à 6 grammes, puis Santé Canada permet une allégation à partir de 600 milligrammes, un dixième de la dose. Wow. À un dixième de la dose, ça ne marchera pas. Ouais. Et là, donc, malheureusement, même les critères de qualité au niveau des suppléments ne sont pas enseignés dans nos universités, ni à nos médecins, ni à nos pharmaciens. Exact. C'est pour ça que Costco peut vendre 900 pilules d'oméga 3 pour seulement 20 $. Donc, voilà. C'est que là, des fois, on va avoir, puis en fait, il faut faire attention, c'est possible des fois qu'on retrouve des suppléments dans des grandes surfaces qui peuvent être quand même de qualité. Mais il faut faire attention, en fait, comme dans le domaine des oméga 3 particulièrement, souvent les huiles vont être oxydées. C'est pas très bon pour la santé d'avoir des huiles de poisson oxydées. Donc là, on est mieux de se référer justement à des produits qui ont des certifications externes pour garantir la composition, garantir le niveau de qualité, chose que nous, on fait justement avec la certification IFOS. Mais donc, pour pas s'étendre, en fait, parce que c'était pas le sujet de notre intervention d'aujourd'hui, effectivement, il y a des suppléments qui, même pour la longévité, sont essentiels. Vous les avez mentionnés, là. La vitamine D, les oméga 3, les probiotiques et, en fait, les gérosuppresseurs, comme on a dans le Vitoli Bien Vieillir, tout le monde devrait prendre ça sur une base régulière. Sans aucune exception. Il n'y a aucune raison pour laquelle des gens n'en auraient pas besoin. Même en mangeant du poisson 3 fois par semaine, vous n'avez pas assez d'oméga 3. Tout à fait. Et j'en parle aussi, justement, dans le livre. J'explique, en fait, ce concept-là. Exact. Ben oui, c'est pour finir sur le sujet, je sais, j'ai été content de lire ça dans votre livre parce que moi, je prenais mes oméga 3 vitamine D probiotiques et ma blonde, elle me disait, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Prochaine étape, ça va être quoi, les stéroïdes, nanani, nanana. Puis elle riait de moi à chaque fois. Puis là, en lisant votre livre, j'avais enfin des outils, les armes pour essayer de la convaincre. Bon, elle n'a pas embarqué, mais au moins, elle arrête de se moquer de moi un peu. Mais
tout à fait. Il y a beaucoup de raisons. Je pense que ça prenait connaissance de l'impact justement de la vitamine D. Parce que la vitamine D, on en parle entre autres pour une question de densité osseuse, mais elle est essentielle aussi à maintenir la masse musculaire en vieillissant. Elle est essentielle aux deux grandes lignes de défense de l'organisme, du bon fonctionnement de notre système immunitaire. Elle est essentielle à la santé cognitive. Écoutez, c'est essentiel à tellement de fonctions dans le corps humain, en fait, la vitamine D, que puis tous les gens, sans aucune exception, qui n'en prennent pas en supplément, sont tous carencés. C'est automatique. Oui, surtout en hiver, à notre latitude ici au Québec, en plus avec l'hiver. Moi, je prenais, 1000 unités par jour. Puis là, je vois dans votre livre, vous donnez le calcul, en fait, par kilo, combien d'unités ça serait. Et donc là, j'ai fait le calcul et j'étais vraiment inférieur. Donc, même par personne, faut pas nécessairement suivre. L'étiquette, elle dit une chose, mais après ça, on peut pousser plus loin et faire le calcul pour soi-même, selon notre latitude, dans quelle saison est-ce qu'on est, et voilà. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'ai bien aimé cette section-là. Maintenant, l'alimentation, ça aussi, ma blonde, elle n'a pas trop aimé quand j'y ai parlé de restrictions caloriques, de jeûne et tout ça. Vous, en ce moment, êtes-vous sur une période de jeûne flexibilité plus aujourd'hui? Oui, tout à fait, oui. En fait, étant donné que la semaine prochaine, je vais être en vacances au Costa Rica pour animer une retraite sur la longévité, là, on fait ça, en fait, hein. Donc, je vais être au Costa Rica pour animer une retraite sur la longévité. Je vais manger toute la semaine. Donc, j'en fais pas une obligation, en fait, de vivre de même. Je suis, en fait, le moment présent. Mais cette semaine, donc, étant donné que je vais manger la semaine prochaine tous les jours, cette semaine, je vais faire au moins 4 journées que j'appelle des journées de longévité, durant lesquelles je fais un jeûne, une flexibilité plus, oui, de 24 heures. Donc, je n'ai rien mangé de la journée. Je vais souper ce soir en fin de journée après mon entraînement. Qui inclut de l'entraînement aérobie, de l'entraînement de haute intensité et de l'entraînement musculaire. Tout à fait. Et c'est un élément, donc, c'est un des outils que je considère extrêmement important dans un protocole de longévité, pour lesquels ça va demander de l'adaptation, parce que c'est pas tout le monde qui va être capable de faire ça du jour au lendemain. Moi-même, je me suis mis à faire ça sur une période d'1 an et demi, en fait, là, puis j'ai vu des gros changements métaboliques s'opérer sur plusieurs années même. Donc, qui confirme en fait l'impact en fait de ces démarches-là. Mais ce qu'il faut retenir en fait de la restriction calorique puis du jeûne, parce que dans le fond, c'est parce que d'un point de vue scientifique, les études qui nous ont mené à comprendre les mécanismes du vieillissement cellulaire, c'est des études qui ont eu lieu sur ce qu'on appelait de la restriction calorique chez l'animal. Sauf que la restriction calorique chez l'animal, c'était du jeûne intermittent parce qu'on les nourrissait rien qu'une fois par jour. Donc, ces animaux-là qui mangeaient moins, en plus, avaient une restriction dans le temps, ce qui est beaucoup plus efficace que juste faire de la restriction calorique. En fait, c'est vraiment la période de temps sans manger qui est importante. Et là, une des mauvaises compréhensions que les gens ont de ça, c'est que ils voient pas, en fait, ou du moins, ils sont pas conscients que l'humain a évolué pendant des dizaines de milliers d'années comme ça. Oui. Et techniquement, ce qui n'est pas normal aujourd'hui, c'est de manger 3 repas par jour avec 2 collations tout le temps. Ça, je sais. De point de vue biologique, là, je suis très, 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 très convaincu que c'est pas normal et que c'est pas bien de faire ça. Tout à fait. Non seulement 3 repas par jour, mais en plus, chaque repas contient beaucoup de protéines animales. Ensuite, 2 toasts plus du riz. On va rajouter avec ça une petite assiette de pâtes, une salade de macaroni, une coupe, peut-être un petit morceau de brocoli là sur le côté. Puis après ça, on va peut-être non seulement 3 repas par jour, mais chaque repas contient une quantité fantastique de plus les collations, en fait. Oui, je vous suis là-dessus. 100%, c'est pas normal, en fait, parce que l'humain, comme vous dites, a pas évolué comme ça. On cherchait, il y avait du travail à faire pour obtenir notre bouffe, et ensuite, c'était pas une denrée rare, pas tout le temps, mais c'était quand même, il y avait pas de gaspillage, mettons. Oui, puis c'est très évident, en fait, quand on regarde ça, que c'était pas facile de manger suffisamment. Et les humains avaient à faire face à des périodes de jeûne, en fait, qui devaient être omniprésentes, en fait, durant l'évolution. Et ce que vous avez mentionné, vous avez raison, c'est que la composition aussi de notre alimentation, c'est évident qu'aujourd'hui, on mange beaucoup trop de glucides. Oui. Par rapport encore là à la façon dont on a évolué. Et cette surcharge-là en glucides qui vient en grande partie de la consommation de glucose, tout simplement, puis de sucre raffiné, on est vraiment pas fait pour ça. Puis là, souvent, les gens, ils ne savent pas, ils sont pas conscients que juste au début des années 1900, admettons qu'on regarde le siècle dernier, là,
on consommait environ 2 kilos de sucre par personne par année. Wow. Actuellement, on évalue qu'on est à plus de 80 kilos de sucre par personne par année. 80 kilos. Ah, ça, c'est épeurant comme chiffre. Comprendre qu'on n'est pas fait pour ça. C'est simple, on n'est pas fait pour ça. Et là, dans l'alimentation, encore là, c'est un chapitre dans mon livre où, étant donné que, bon, je pense que le plus gros chapitre du livre, c'est le chapitre sur le jeûne, en fait, dans lequel j'explique énormément de choses. Mais dans l'alimentation, ce que je rappelle à tout le monde aussi, parce que, bon, il y en a beaucoup des livres sur l'alimentation, il y en a beaucoup qui sont tout à fait corrects. Moi, je rappelle à tout le monde avant tout qu'il y a un premier principe à mettre en application, que si vous êtes capable de faire ça, là, vous allez avoir fait 80 du chemin. C'est de manger tout ce que vous mangez de façon globale, 50 devrait être des légumes. 50 Pensez-y comme il faut, là, parce que tout à l'heure, dans ton énoncé, tu avais raison quand tu dis, bon, on va se faire une grosse assiette avec, des protéines animales. On va avoir avec ça, donc, une salade de macaroni, puis on va avoir des patates. Un, il y a trop de glucides dans tout ça. Deux, on est loin, mais terriblement loin du 50 de ce que vous mangez qui est des légumes. Et c'est sûrement l'élément le plus important. Exact. Et là, quand je parle de façon globale, en fait, c'est juste pour rappeler aux gens aussi que ça peut arriver qu'il y a des repas où vous allez avoir de la difficulté à avoir 50 de votre assiette qui sont des légumes. Bien, compensez sur l'autre d'après. Regardez ça de façon globale, mais s'il y a un repas où vous mangez une grosse salade avec un peu de poulet, par exemple, ben là, vous allez être à 80 probablement de légumes de votre alimentation, en fait, à ce repas-là. Ça peut peut-être compenser pour d'autres repas où vous avez de la difficulté à vous rendre aux 50 mais on devrait quand même viser que 50 de tout ce que vous mangez soit des légumes. Tout à fait. Et déjà, en partant de ça, et en abolissant tout type de sucre raffiné, de votre alimentation, y compris, là, moi, dans les sucres affinés, là, je mets bien sûr les desserts, tout ce qu'on appelle sucré, là. Mais si vous mettez là-dedans aussi le pain blanc, des pâtes alimentaires blanches, tout ce qui est blanc, en fait, on abolit ça, zéro. Ouais. Aucune considération. OK? Aucune tolérance. Parce que si vous commencez à tolérer des affaires, vous allez trop en manger de toute façon. Puis cette section-là dans votre livre m'a beaucoup rejoint parce qu'avant de rencontrer ma compagne, moi, je jeûnais naturellement. Je déjeunais pas et je dînais pas non plus. J'étais trop absorbé par mes activités. D'ailleurs, parenthèse, vous le dites dans votre livre, faire quelque chose qu'on aime, travailler, pas être distrait nécessairement, mais être investi dans quelque chose, on oublie plus facilement la faim, en fait. Puis on est moins concentré sur j'ai pas mangé ma salade de macaroni. Bref, avant de rencontrer ma compagne, moi je faisais ça naturellement. Mais elle, c'est 3 repas par jour avec des patates et des pâtes blanches, tout ça. Alors nous, on aménage ensemble, on a un bébé, je commence à embarquer sur son horaire. Bien vite, je me retrouve à déjeuner des crêpes, ensuite à dîner des grilled cheese, puis à souper poulet et tout ça. Et là, je sentais que quelque chose clochait parce que mon poids a augmenté, tout ça, je me sens un peu plus fatigué, j'ai des ballottements, le passage se fait moins bien. Et là, je tombe sur votre livre qui me ramène à la source en fait. Il dit Will, écoute ton corps, c'est pas naturel de manger autant, c'est pas parce que ta compagne le fait que tu es obligé de la suivre. Donc pour ça, je vous remercie beaucoup, vous m'avez aidé à me reconnecter sur mon propre cycle naturel qui est en fait le jeûne. Et j'aimerais dire aussi à ceux qui nous regardent en ce moment, si vous êtes comme ma blonde, que l'idée de jeûner vous terrifie, ça fait aucun sens. Je peux pas manquer un repas, ça fait aucun sens. Je vous encourage, dans le livre, Monsieur Simard explique pourquoi c'est bon. Il fait pas juste le sortir de son chapeau. C'est scientifique. Il y a les molécules, il y a les hormones. Il décrit en détail les effets sur le métabolisme et tout ça. Donc c'est justifié. C'est pas juste une opinion personnelle. Voilà, donc ça sert à rien d'être terrifié par le jeûne et la restriction calorique. Il faut juste s'informer. Oui, tout à fait. En fait, il faut y aller progressivement. Puis en fait, techniquement, c'est bien plus facile qu'on pense. Puis ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que les journées qu'on jeûne, on a moins faim. Et ça, les gens qui sont habitués à le faire, en fait, là, ils comprennent très bien. En fait, c'est très simple, c'est physiologique la question, en fait. C'est que le corps va démarrer une espèce de fréquence d'appétit aux 4 à 5 heures à partir du premier repas de la journée. Donc, tant que le premier repas n'est pas pris, techniquement, c'est possible que vous ayez vraiment moins faim qu'à l'habitude. Donc, vous habituez à avoir des périodes de jeûne. Mais faim, pas poids corporel à perdre ou quoi que ce soit, le jeûne est terriblement bénéfique pour la santé et c'est très clair. À un point tel même où il y a eu un article en 2019, ça fait pas très longtemps en fait, là, ça a fait 6 ans en décembre, dans le New England Journal of Medicine, qui est la revue de référence dans la pratique médicale,
un article de revue sur l'explication justement des bénéfices du jeûne pour permettre aux médecins de mieux comprendre à quel point c'est bénéfique pour la santé. Mais quand le New England fait un truc de ce genre-là, c'est qu'il considère que c'est tellement important pour la pratique médicale qu'il faut qu'il fasse un article de revue pour mieux expliquer aux médecins, en fait, pourquoi et comment, etc. Et donc, ça a déjà eu lieu il y a déjà 6 ans de ça, en fait. Ça fait que c'est une évidence. Mais permettez-moi de faire l'avocat du diable, juste pour ceux qui sont en ce moment là en opposition à vos propos. Par exemple, mon docteur m'a dit de manger plus de protéines parce que, je suis en déficit, je suis un peu âgé, il faut pas que je perde la force musculaire, tout ça. On m'a dit de manger plus de viande, de prendre plus de lait pour mon calcium, manger plus de fromage, tout ça. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont envie de vous contredire avec ces propos-là? C'est relativement simple, en fait. Puis bon, je comprends le discours, là. Moi, je mets ça dans la même catégorie que le discours du calcium pour la santé des os. En fait, la majorité des médecins vont vous dire, passé 65 ans, qu'il faut vous pogner un supplément de calcium pour votre densité osseuse. Techniquement, mauvaise nouvelle pour vous, là. Si vous prenez un supplément de calcium pour votre densité osseuse, puis vous ne faites pas plus d'activité physique, ça va servir complètement à rien. Ça risque d'augmenter les risques de calcification des artères. Non, mais c'est sérieux, là. Oui. De l'autre côté, exactement la même chose. Si on vous dit de manger plus de protéines pour garder votre masse musculaire, mais que vous n'êtes pas plus actif, en fait, avec des exercices contre résistance, justement, pour maintenir votre masse musculaire, vous les mangez pour rien, ces protéines-là. C'est pas les protéines qui vont vous permettre de développer la masse musculaire. Avant tout, il faut être actif. Donc, je mets ça dans la même catégorie. Et dans le livre, j'explique, en fait, que la meilleure façon de faire, avant tout, en fait, pour garder justement la masse musculaire, c'est oui, consommer des protéines animales, mais les consommer après l'exercice physique. Et là, il y a des gens, des fois, qui vont me poser la question, oui, mais si j'en fais pas d'exercice physique, ben mange-en pas. Il faut que tu en fasses. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. J'en fais 1 fois par semaine, ben faisais 3 fois par semaine, si tu veux manger 3 fois des protéines animales. Mais une chose est sûre, c'est que actuellement, en fait, moi, les données de la biologie, de la longévité, du vieillissement cellulaire me disent que autant que possible, les protéines animales, on devrait les garder pour le repas qui suit l'exercice physique. Donc, c'est vrai qu'en vieillissant, il faut faire attention à l'apport en protéines, c'est vrai. Mais les protéines animales, on devrait les garder pour le repas qui suit l'exercice physique. Maintenant, si votre problème, c'est que vous ne faites pas d'exercice physique, mettez pas ça sur le dos des protéines. Oui, tout à fait. Ben, ça revient à une phrase qui revient plusieurs fois dans votre livre, qui est vraiment pertinente. Je ne sais pas si je vais bien la dire, là, je ne l'ai pas directement devant moi, mais si on ne l'utilise pas, on le perd. Hein? Si j'utilise pas mes muscles, je le perds. Si j'utilise pas mon cerveau, ben je le perds. Même si j'utilise pas mes os, ben je le perds, ça sert à rien de prendre du calcium. Oui, puis ultimement, j'ai même une réflexion dans le livre sur la question de la retraite par rapport à ça, en fait, puis notre raison d'être dans la vie. C'est qu'en biologie, ce qui ne sert pas disparaît. C'est ça que je dis plusieurs reprises dans le livre. Et c'est une grande loi de la biologie. On voit ça sur des milliers d'années, en fait, si on veut, comme par exemple l'appendice, en fait, chez l'humain, il ne sert plus à rien. Fait que probablement que dans 50 000 ans, peut-être, on n'aura plus d'appendice. On ne sera plus là pour le constater. Mais sur l'échelle d'une vie humaine aussi, il y a d'autres types cette loi-là s'applique aussi à tout un paquet de facettes, comme notre capacité à garder notre flexibilité métabolique. C'est un concept dans le livre qui est extrêmement important à comprendre, en fait, pour comprendre pourquoi il faut aussi varier de beaucoup nos habitudes de vie en vieillissant pour garder la meilleure robustesse possible. En fait, le concept de robustesse aussi dans ce livre-là, c'est la première fois que j'en parle, en fait, dans mon 5e livre, est très, très important à comprendre aussi pour bien comprendre comment on peut augmenter nos chances de longévité et développer, mettre en place les outils nécessaires, en fait, pour ce faire. Donc, la question, puis là, si on va à l'extrême, en fait, en biologie, ce qui ne sert pas disparaît, bon, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous actuellement, en fait, qui nous regardent ou qui sont à l'écoute, qui vont comprendre et qui connaissent déjà probablement des gens qui sont tombés malades à leur retraite parce que tout d'un coup, du jour au lendemain, ces gens-là ont arrêté d'avoir une raison de vivre. Et c'est extrêmement mauvais, en fait. C'est que la retraite ne devrait jamais être... Le mot retraite, et moi, je trouve ça épouvantable. Ça devrait être une étape dans la vie où on peut se permettre de carburer à la passion sans nécessairement sans nécessairement avoir une pression de rentabilité. Et ça, c'est la définition, en fait, de mon ami Jean-Yves Dionne, qui est quelqu'un de très connu en santé intégrative. Et donc, il faut comprendre, en fait, qu'il ne faut pas arrêter. Parce que l'organisme humain, en fait, est très clairement
très clairement extrêmement bien fait, en fait, pour combattre, pour garder ses capacités, pour s'adapter. Mais le jour où tu veux plus, le jour où tu fais plus d'efforts, il va se laisser aller, tout simplement. Exact. Oui, c'est une réalité. Et là, quand on parlait tout à l'heure de la personnalité des centenaires et le fait de comprendre, en fait, chez les centenaires, que c'est une force incroyable d'être très profondément convaincu que ça va bien aller. Ça inclut ça, en fait. C'est que ces gens-là sont des petites fourmis qui sont très, très actifs dans leur vie quotidienne et qui sont engagés dans leur vie tout le temps jusqu'à la fin de leur jour. Ça fait que, et même à Okinawa, on voit des gens qui travaillent encore à 104, 115, 105 ans. Parce qu'ils considèrent que c'est leur rôle social à eux autres, en fait, puis c'est extrêmement important pour eux, mais ça fait en sorte que ces gens-là sont capables de se lever tous les matins, puis à continuer à travailler, puis continuer à vivre par le fait même, tu sais. Exact. C'est d'avoir une sensation d'apporter aux autres et d'être utile, qui est une vie sociale de qualité. Donc, on apporte de la qualité aux autres et on se fait donner de la qualité. C'est une attitude positive et c'est d'avoir je me souviens plus le mot, je sais pas si vous en parlez dans votre livre, là, mais le concept japonais qui réunit passion, destin et autres. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment voilà, l'ikigai, exactement. Et beaucoup de gens manquent ça dans notre société, là. Et aussi, vous mentionnez aussi en début de livre, je pense qu'une partie de votre motivation, c'est vos enfants à qui vous avez fait la promesse d'être toujours là. Je corrobore. Moi, depuis que j'ai ma fille, mon petit bébé, je me sens beaucoup plus motivé à prendre soin de moi, à poser les bonnes actions, à réduire ce qui est nocif et à augmenter ce qui est un gain, en fait. Donc, c'est une très belle note. Voilà. Moi, personnellement, j'ai rien à rajouter. Aimeriez-vous rajouter quelque chose pour ceux qui nous regardent / écoutent? Non, mais en fait, la mention que vous venez de faire de l'ikigai est quelque chose d'intéressant à souligner, puis peut-être à donner, en fait, en terminant, en fait, quelques éléments à propos de ça. C'est que les Japonais, eux autres, dans leur culture, on prenait pour acquis, en fait, jadis, je suis pas sûr qu'aujourd'hui c'est encore de même, hein, parce que comme tous les peuples, les gens ont tendance, mais malheureusement, à perdre leur culture pour toutes sortes de... Mais avaient, en fait, comme considération dans leur culture que pendant leur vie, ils allaient apprendre leur raison d'être sur la Terre. Mais cette raison d'être-là, techniquement, faisait le lien avec le développement personnel et le fait, en fait, que en vivant tout simplement notre vie, on devrait tout rechercher à être sur notre X, qu'on va appeler souvent, en fait, en Amérique du Nord, puis avoir un alignement parfait entre nos capacités, nos passions, ce pourquoi on est payé, en fait, puis ce pourquoi on est doué. C'est ça l'ikigai en tant que tel. Oui. Et les gens qui réussissent à aligner tous ces aspects-là dans leur vie, ils ont accès, en fait, à une vie beaucoup plus productive, sereine et heureuse, en fait, hein, parce que tous ces éléments-là sont réunis. Et quand on regarde les gens centenaires, c'est des gens qui ont toujours une raison de vivre, en fait, très forte qui les anime. Et pour lesquels, en fait, ces gens-là, on peut considérer qu'ils sont sur leur X. Puis souvent, cette raison de vivre-là est quelque chose de relativement simple, en fait, mais pour eux autres, c'est extrêmement important. Puis bon, je donne un exemple dans le livre, en fait, d'une dame, 104 ans, en fait, à Okinawa, qui se lève à tous les matins pour aller mettre des clémentines dans des boîtes. Ben, on aurait tendance à penser, ouais, mais c'est juste ça. Oui, c'est juste ça. Mais pour elle, c'est sa raison de redonner à la société. Et c'est extrêmement beau de considérer ça. Hein, c'est que même si elle est une centenaire, puis elle est une des aînées, en fait, de son village, elle considère que c'est son devoir à elle de redonner à la société. Tu sais, nous autres, dans notre vie de tous les jours au Québec, on entend tout le monde se plaindre, en fait, comme si la société leur doit tout quelque chose, finalement. Puis eux, ils font quoi, au juste, pour la société? Mais vous voyez qu'il y a dans l'état d'esprit de donner, au lieu d'être dans l'état d'esprit de vouloir recevoir quelque chose qui nous est dû puis qu'on n'a pas, c'est totalement différent sur la façon de voir la vie. Là. Tout à fait. C'est facile de penser que la personne qui est dans l'état d'esprit qu'elle doit donner va être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus facilement que celle-là qui passe son temps à chialer, en fait, qui manque quelque chose parce que la société ne lui donne pas ce qu'elle a droit.
ça fait partie de ça aussi, la personnalité typique des centenaires. Je trouve que c'est un très beau discours de votre part parce que c'est quelque chose de très intuitif. On le comprend intuitivement. Ça fait beaucoup de sens et ça résonne sans avoir à faire de multiples recherches et lire des études et tout ça. Vous êtes arrivé à cette conclusion-là, d'avoir une raison de vivre, être sur son X, un ikigai, à travers vos recherches en biologie ou vous aussi, c'est vraiment votre intuition et le gros bon sens qui vous a mené là? Non, ça, c'est beaucoup l'étude des populations centenaires, en fait, qui nous a amenés là. En fait, c'est toute la compréhension de ce qui les anime, de pourquoi ils sont si efficaces, de pourquoi ils sont si bons. Et là, en fait, ce que je fais dans le livre, en fait, puis bon, en terminant, là, ce que je fais dans le livre qu'il faut comprendre de différent de ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, des gens qui parlaient des Blue Zones puis qui parlaient des centenaires, parce qu'il y a une multitude de livres sur les centenaires puis leurs trucs, puis comment vivre comme eux, puis nanana. Techniquement, en fait, ce que les centenaires ont fait, qui les a gardés en santé si longtemps, ils l'ont fait par hasard. C'est de la chance. C'est que ces populations-là sont tombées par chance sur quelque chose qui les garde en santé plus longtemps, sur une façon de vivre qui les garde en santé plus longtemps, et on a observé, en fait, la résultante. Mais il n'y a pas eu de réflexion de faire, en fait, à moins que je me trompe, là, d'après moi, je suis le premier à suggérer, en fait, des façons d'optimiser carrément les habitudes de vie des centenaires. Donc, j'ai eu un regard très critique sur ce qu'ils font en lien avec toute la science dans le domaine du vieillissement, de la longévité, dans le but, justement, d'aller optimiser ces habitudes de vie-là et non pas juste répéter ce qui a été fait par hasard. Tu sais, vous comprenez la différence? Dans mon livre, je vais jusque-là. Jusqu'à l'optimisation, justement, des habitudes de vie et non pas juste le fait de répéter des habitudes de vie des centenaires. Ben, je pense que c'est un livre à ajouter à la bibliothèque. Tout le monde devrait l'ajouter à sa bibliothèque. D'ailleurs, on va le brancher un petit peu. Je sais qu'il est disponible sur Renaud-Bré. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, j'encourage les gens à se rendre à la librairie du coin si vous êtes à Rimouski, Rivière-du-Loup. Demandez mon protocole longévité de M. Éric Simard. Ça va leur faire plaisir de vous le commander. Sinon, ceux qui sont talentueux en ligne, c'est disponible en ligne. Et aussi, j'ajouterais ceux qui sont versés un petit peu dans les suppléments, n'hésitez pas à regarder les produits de la gamme Vitoli en pharmacie. Je sais qu'il l'a ici au Brunet 3 Pistoles. Donc, juste demander au pharmacien de vous indiquer les produits de la gamme Vitoli. Voilà. Donc... Oui, tout à fait. En fait, merci d'en glisser un mot, mais effectivement, les produits Vitoli sont disponibles dans près de 2000 points de vente au Québec. Et on est en train de s'étendre dans tout le reste du Canada. On est la compagnie qui connaît le plus gros taux de croissance actuellement, malgré le fait que les produits sont en marché depuis 2016. Donc, c'est vraiment une grande réussite. Honnêtement, j'en suis vraiment très fier. Et c'est tout simplement dû au fait qu'on a des suppléments qui sont beaucoup plus efficaces que ce qu'on avait dans le marché auparavant. Fait que la clientèle est tout simplement content justement des bénéfices et des effets ressentis. Et pour moi, c'est un très grand accomplissement, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai commandé les miens en ligne, ça c'est arrivé vite, en parfait état. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, écoute, il y a le combo base, donc qui contient oméga 3, vitamine D, probiotiques. Si vous voulez économiser un petit peu, vous économisez sur chaque produit. Sinon, n'hésitez pas à aller en pharmacie pour ça. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Simard, vraiment apprécié, très belle entrevue et je pense que tout le monde a apprécié aussi. Je vous souhaite excellente continuation pour le reste. Je ne sais pas si vous allez écrire un 6e livre éventuellement. Oui, je vais sûrement écrire un 6e livre. J'ai déjà des idées à propos de ça, en fait, là. C'est dans le prolongement de ce que j'explique, en fait, dans mon 5e livre, qui parle, entre autres, de robustesse et de l'approche pulsée. Il va y avoir un 6e livre, bien sûr, en fait, qui va suivre. C'est pas encore complètement clair, là, tout le contenu, mais c'est sûr qu'il va y avoir un 6e livre. Puis j'espère qu'on aura l'occasion aussi de se reparler prochainement concernant, en fait, peut-être d'autres sujets et d'autres facettes, comme entre autres la santé intégrative. Tout à fait. Ben, considérez-moi comme un grand fan, puis je vais suivre tous vos travaux. Je vais plonger là-dedans avec grand plaisir. Continuez d'être sur votre X, continuez d'être sur votre Ikigai. Vous apportez beaucoup à la société. Je pense que vos travaux et vos recherches sont vraiment bénéfiques pour tout le monde et on ne peut que vous remercier, M. Simard. C'est vraiment apprécié. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, bel après-midi. Merci, au revoir. Bonjour, ici Maxime Blanchette-Jonca, votre député fédéral. En cette fin d'année, je tiens à vous offrir mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité. Que 2026 soit une année remplie de joie et de succès pour vous,
votre famille et vos proches. Je vous souhaite un joyeux Noël et une excellente année 2026.